Bienvenue donc et merci d'être ici pour cette conférence d'ouverture. Je suis bien heureux de voir que notre collaboration avec le réseau IMAX, qui date de 2013, a pu donner lieu à l'organisation de ce colloque. Et je rappellerai que cette collaboration avec IMAX, alors que j'avais répondu à l'appel du réseau et monté le projet avec mon collègue Serge Cardinal en 2013, donc, qui était alors responsable des études supérieures. Ça nous avait réjoui de rejoindre le réseau, bien entendu. Depuis 2016, c'est Sébastien Lévesque qui a pris la relève de la gestion du programme et je tiens à le remercier pour son apport indispensable. Je tiens aussi à remercier d'entrée de jeu William Pedno-Pouliot pour sa remarquable aide à la recherche. Incidemment, William connaîtra bientôt l'expérience IMAX. C'est une des victimes d'IMAX. En fait, c'est moi qui vais être victime parce qu'il travaille avec moi puis il va être au loin durant 2 sessions. C'est pas grave. Merci aussi à Louis-Philippe Hamel pour le magnifique travail qu'il a fait pour la réalisation de mon diaporama. Et enfin, merci aussi à André Habib et Martin Lefebvre qui ont par moments été complices de mes angoisses et interrogations. Parce que angoisse, il y avait sur qui dit vrai et interrogations multiples puisque je m'appelle André Gaudreault. Donc, j'aime compliquer les choses, malheureusement. J'aimerais préciser d'entrée de jeu donc, que ma conférence aujourd'hui sera un peu à l'image, une métaphore un peu connue, d'un tournage de cinéma, pour faire plaisir à Isabelle qui vient de s'asseoir. J'utiliserai... donc, ici, j'ai oublié de partir mon diaporama. Vous avez les universités membres d'IMAX, qui est un réseau européen. Et nous, on était un peu comme la mouche du coche. Montréal, c'est pas en Europe, mais on aimait ça quand même. Puis tout à coup, c'est devenu international plutôt qu'européen. Et donc, pour revenir à la métaphore, j'utiliserai donc une lentille zoom pour varier la distance focale, produisant ainsi une variation de l'échelle des plans, à partir desquels j'observerai le monde. Je scruterai d'abord en gros plan et parfois en très gros plan, ce qui s'est passé ici, à l'Université de Montréal, en ce qui a trait à l'enseignement des études cinématographiques. Je dézoomerai d'un cran pour passer à un plan rapproché sur ce qui se faisait cette fois au Québec, et je passerai ensuite au cran suivant pour tenir compte de la situation au Canada. Ce sera le plan d'ensemble qui nous permettra de juger de la situation qui prévaut à l'échelle pan-canadienne, Québec et ROC, Rest of Canada. Et je passerai parfois à un plan général pour évoquer la situation qui prévaut, ou qui a prévalu, aux États-Unis et en Europe. Mon ambition aujourd'hui, ce sera de faire en sorte que le regard que je poserai sur un phénomène local ait une portée transnationale. L'idée, c'est d'arriver à une meilleure compréhension des paradigmes institutionnels et sociétaux qui ont pu créer un environnement propice au développement des études cinématographiques, qui font qu'on est ici aujourd'hui, à l'UDM, au Québec, au Canada et éventuellement dans le monde. La discipline n'est bien sûr pas née dans un vacuum. Elle s'est intégrée à des structures existantes et elle a suivi un développement en phase avec l'évolution de ces objets de recherche, notamment, mais pas seulement. Il sera question ici donc de l'invention de l'enseignement du cinéma et donc de la naissance de la discipline des études cinématographiques. Je le dirai pour ceux qui connaissent les travaux de réflexion que j'ai menés avec mon collègue Philippe Marion, ici présent, que l'un des sous-titres de ma conférence aurait pu être, bien sûr, la double naissance des études cinématographiques. On ne se refait pas. Pourquoi? Parce qu'au moment même de la dite institutionnalisation, au moment même ou presque, au début du siècle nouveau, ce siècle-ci, dont durant lequel certaines personnes ici sont nées, la discipline des études cinématographiques était en train de muter. Un peu comme si elle était arrangée au rayon des phénomènes morts-nés. On verra cela en fin de parcours. Au-delà de la seule question de l'invention
des études cinématographiques, de l'enseignement du cinéma, j'essaierai d'identifier les conditions qui ont pu rendre possible le développement de cet enseignement et surtout sa pérennisation. On s'entend en général pour dire qu'en ce qui concerne la France et le Canada, l'étude du cinéma comme phénomène social et artistique, ou artistique, à l'université, date des années 60-70. Bon, il y a bien eu, cependant, dans les années 50, des précurseurs à cet enseignement, notamment à Paris, autour de Gilbert Cohen-CA et de son Institut de filmologie. Notons que ce mouvement a eu des échos aux États-Unis, jusqu'aux États-Unis, vers la fin des années 50, quelques années après le début de la filmologie en France, à New York University, autour de Robert Gassner et de Society of Cinematologists. Cette traduction de filmologie, c'est cinématologie, soit la version américaine de la filmologie européenne. Faisons un peu d'histoire. Fondée par Gassner en 1959, la Society of Cinematologists se transforme après sa mort à lui, en 1969, en Society for Cinema Studies. Les Américains, mais pas tellement cinématologistes. Et ensuite, elle s'est transformée en 2002 de Society for Cinema Studies en Society for Cinema and Media Studies. Le « and media » est très important. Ailleurs dans le monde, le cinéma est encore en quête de légitimité comme sujet digne d'être abordé à l'université. Son introduction dans les institutions universitaires ne s'est pas faite de façon frontale, comme dans le cas de la filmologie, dont le nom dit son rattachement au film, au cinéma, filmologie, mais plutôt de manière subtile et progressive. Ainsi, un professeur le moindrement illuminé, le moindrement cinéphile des années 60, 70, pouvait décider de façon spontanée et, disons, un peu anecdotique, de traiter du cinéma dans une ou l'autre des séances de ses cours. Ceci n'est encore qu'un simple prélude, vous le comprendrez. Bon, c'est certes sympathique, comme on va le voir ici, c'est certes sympathique, mais ça n'ouvre pas encore la route qui mène à l'institution. Ce n'est pas un marqueur d'institutionnalisation. Pour que l'on puisse déclarer ouvert le chemin qui mène à l'institutionnalisation, il faut attendre le moment où un cours universitaire porte officiellement sur le cinéma, jusque dans son titre et que l'implantation de ce cours a été approuvée par une instance officielle de l'établissement. On y reviendra. Pour l'instant, nous allons passer, si vous voulez bien, au mode ludique. J'aimerais vous offrir de faire un petit quiz de façon à mieux me renseigner sur mon auditoire, mais aussi de vous divertir. Qui d'entre vous connaît le personnage qui se cache derrière le nom suivant? Levez la main pas tout de suite. Jean-René Pierre Goquetlouc, le rouge tillard des Arcs de Préfontaine. Levez la main, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu! Je pensais que j'aurais 3-4 personnes, mais 12, j'aurais été... Mais là, bravo, André Habib. Une seule personne. Il s'agit là de notre personnage mystère numéro 1. Nous aurons en effet 3 énigmes à résoudre. Hein? Non, non. Non, on garde le secret. Garde le secret. Oui. Donc, c'est un personnage, une personne qui était tout un personnage, et c'est un personnage important dans l'enseignement du cinéma au Canada, au Québec, à Montréal, à l'Université de Montréal et du monde, pour reprendre le slogan promotionnel de l'institution. En effet, cette personne, dont je n'aimerais pas le nom tout de suite, a agi à titre de professeur au Québec, mais aussi en France. Son nom est connu par tout individu qui a été amené à tâter le moindrement des études cinématographiques et plus particulièrement de l'histoire du cinéma. Avec un nom comme ça, j'imagine qu'il a dû se sentir investi d'une mission incroyable. C'était son vrai nom. J'aurais, si nous avons le temps, quelques détails croustillants à vous livrer à propos du personnage qui se cache derrière ce nom. Ce nom à rallonge et cette silhouette mystérieuse. Mais ne gâchons pas notre plaisir et gardons cela pour la fin. Parlant de détails croustillants, en guise de remerciement pour votre participation bienveillante
et non rémunéré, je le fais remarquer. À mon sondage express, j'ai l'extrême plaisir de vous offrir à titre de récompense l'écoute d'un extrait sonore particulièrement croustillant. Il s'agit de ce que mon PM, personnage mystère numéro 2, rapporte de ce que lui aurait dit en 1960 notre PM numéro 3, qui est doyen de la Faculté des lettres, une structure qui n'existe plus, ici à l'Université de Montréal, avant la Faculté des arts et des sciences, qu'il rencontre en 1960, le PM2 rencontre le PM3, doyen, pour lui soumettre l'idée d'y implanter un enseignement du cinéma. J'aimerais bien introduire un cours de cinéma à l'université, un cours officiel, quoi. Et alors, il se lève, on veut rouge de rage. Dehors! Rouge de rage. Il hurlait. Tu n'as pas honte de vouloir m'introduire les femmes nues dans ma cour? Les femmes nues. Voilà la conception à l'Université de Montréal. Les femmes nues. Voilà la conception de l'Université de Montréal. Conception charmant, n'est-ce pas? Nous voilà donc devant un doyen aux idées apparemment rétrogrades et saugrenues. Je dirais d'abord que de ce doyen, que je vous nommerai tout à l'heure, qu'il était né le 24 mars 1896, le jour même du dépôt par le célèbre photographe Eugène Pirou du brevet pour une lanterne de photographie à éclair photogénique et qui est renommé pour avoir exploité justement l'un des premiers films érotiques en 1896, Le coucher de la mariée. Boum! Retour à la case départ, retour aux femmes nues. Comme quoi, vraiment, tout est dans tout. Comme je me plais souvent à dire quand je suis ailleurs, que je suis au Québec, ou comme quoi tout est dans tout, comme je me plais à dire quand je suis ailleurs qu'au Québec. Tout ça pour dire, je vais être obligé de couper le film, que notre PM numéro 3, censure, qui est né à peine 87 jours après la première projection publique du cinématographe Lumière du 28 décembre 1895, est donc un ancien. On peut penser qu'il était susceptible d'avoir des idées proches des valeurs prônées dans les couches les plus conservatrices de la société québécoise des années 1960. D'autant qu'avant d'officier à titre de doyen de la Faculté des lettres entre 1944 et 1961, notre PM numéro 3, a été nommé chanoine, avait agi comme supérieur d'un séminaire ou d'une fabrique à prêtres. On peut donc s'imaginer qu'il ait été férocement réticent face au cinéma, à une époque où le pouvoir ecclésiastique régnait encore au Québec. Et pour donner un exemple, voyons celui de l'Université de Montréal. Le tout premier recteur laïque à être entré en poste a été nommé qu'en 1965, après donc le départ de notre PM numéro 3, qui succédait donc à Monseigneur Lucier, qui lui-même succédait à Monseigneur Moreau, qui lui-même succédait à Monseigneur Piette, et ainsi de suite. À cette époque, il faut le dire, on trouvait des monseigneurs partout au Québec. Et comme l'obscurantisme religieux était au poste de commande, on peut imaginer que ce médium qui menait à la dépravation ou qui était à tout le moins un vulgaire divertissement d'ilote devait être l'ennemi juré des ecclésiastiques. En effet, la sentence de Georges Duhamel, selon laquelle le cinéma serait un divertissement d'ilote, un passe-temps d'illettrés, de créatures misérables, regardez-nous, ahuries par leurs besognes et leurs soucis, était encore bien présente dans les esprits. D'autant que la popularité de cet ouvrage est telle qu'il a connu des centaines de rééditions et qu'il est connu pour avoir influencé de nombreux auteurs, dont Hergé et Louis-Ferdinand Céline. Cette question des femmes nues n'a au fond pas trop de quoi surprendre quand on songe que dans l'imaginaire du siècle dernier, le 20e, et ce depuis les débuts du cinéma, au cours du siècle qui a précédé, le 19e, le rapport entre le cinéma et le corps de la femme est aussi évident que problématique. L'aspect voyeuriste du spectacle cinématographique, de même que le privilège accordé à la figure féminine comme objet, sont connus depuis longtemps. Comme je l'ai avancé en 1987, il y a 36 ans déjà, eh oui,
Dans une communication intitulée « Le défilement de la bande, un spectacle voyeuriste », le cinéma résulterait du prolongement de l'attitude courante extra-cinématographique qui favorise chez le sujet masculin le développement de son rôle actif de regardeur, de regardant, que l'on pourrait appeler, pour aller vite, son regardantisme. Et chez le sujet féminin, le développement de son rôle passif d'objet du regard, d'objet regardé ou, pour aller vite, de sa regardéité. Le cinéma, en effet, a été façonné au creuset de notre société patriarcale, je n'invente rien, et il aura eu vite fait de fétichiser l'image féminine. La thèse est désormais connue. La star de cinéma est jetée en pâture au regard du voyeur spectateur qui active sa pulsion scopique. Le doyen de la faculté des lettres des années 60 serait donc en quelque sorte en phase avec cette hypothèse, pourtant qui était encore à venir au-delà du moment où il a vécu, sur les effets pervers de la pulsion scopique au cinéma, une hypothèse qui lui-même alimenterait de ses propres préjugés d'ordre religieux. « Tu n'as pas honte de vouloir introduire les femmes nues dans mes cours. » Et notre PM numéro 2 d'ajouter « Les femmes nues, voilà la conception de l'Université de Montréal. » Nous sommes en 1960 et l'amalgame est scellé. Pourtant, 1960, à peine 5 ans plus tard, l'Université de Montréal allait monter un programme en études cinématographiques sanctionné par de hautes instances académiques qu'elle offrira à compter de septembre 1966. De ce fait même, l'Université de Montréal devenait la première université à offrir un programme de premier cycle en études cinématographiques au Canada. Il faudra donc réécrire l'histoire de l'enseignement du cinéma au Canada, puisque ce que l'on professe le plus souvent, c'est que ce serait dans le ROC, dans le Canada anglais, que c'est le Canada anglais qui aurait eu l'honneur d'accueillir le tout premier programme de cinéma au Canada en 1967, en Ontario, une année en fait, après le certificat établi dans une université québécoise. Que l'Université de Montréal ait été la première université à offrir un programme de cinéma au Canada est loin d'être anecdotique, surtout si l'on songe qu'il est vraisemblable que ce programme soit le tout premier programme au monde, en tout cas dans le monde francophone, à répondre aux critères suivants. Avoir été sanctionné par les instances supérieures d'une administration universitaire. Ce critère est un véritable marqueur d'institutionnalisation parce qu'il suppose l'obtention d'une sanction de la part d'une série de commissions universitaires locales, qui sont donc aux prises avec tous leurs préjugés, éventuellement. Et ce n'est pas une simple assemblée départementale, entre amis, disons, qui se prononce, mais la plus haute hiérarchie administrative d'une grande université qui clame haut et fort que le cinéma a désormais droit de citer à l'université. Et pourquoi donc? Vous le voyez, parce que son caractère artistique et son importance sociologique sont reconnus par tous. Il y a comme un hiatus entre 60 et 65 et 66. Ce critère, donc, c'est un véritable marqueur d'institutionnalisation. Ceci n'est peut-être pas le seul acte de naissance de notre champ d'études, mais c'en est un, sans aucun doute. Autre marqueur d'institutionnalisation, ici, ce ne sont pas simplement des cours que l'on approuve, c'est un programme de formation. Le fondateur de ce département qui nous accueille aujourd'hui, le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, le professeur Lois Randall, dans un département qui s'appelait département d'histoire de l'art, avant, a été un véritable visionnaire. Précisons qu'il a été inspiré par nul autre que son compatriote Erwin Panofsky, un juif allemand qui, tout comme lui, avait fui l'Allemagne hitlérienne. Et qui lui écrit donc « That there is a degree awarded by university for studies in filmmaking is of great interest to me ». Et de rappeler son article des années 30, etc., que Panofsky avait publié, etc., qui était d'avant-garde et vraiment intéressant. Et en plus, le fait que ce soit un historien d'art n'est pas étranger non plus à la parenté qu'on peut faire ici entre histoire de l'art et études cinématographiques. Et puisque tout est dans tout,
Panofsky mentionne aussi l'existence d'une chaire en cinématologie at New York University et a rather ambitious cinematological society founded by the incumbent of that chair, Robert Gessner. Tout est dans tout et inversement. Donc, qui plus est, Panofsky, éminence grise de Randall, notre Randall, est membre honoraire de la dite Society of Cinematologists. La boucle est ainsi bouclée. Le courant filmologique passe, ainsi donc, de Paris à New York, puis de New York à Princeton, et de Princeton à Montréal, Princeton, New Jersey, Princeton à Montréal. Lorsqu'on étudie dans le détail les conditions qui ont conduit à l'inauguration de ce premier de cordée qu'est le programme de certificat mis en place et imaginé par Lois Randall, on remarque par ailleurs qu'il répond à un autre marqueur. Utiliser des sigles spécifiques au champ des études cinématographiques, ce qui est un seuil. La création de cycles spécifiques, c'est un moment de rupture qui signale un changement de paradigme dans ce qu'on pourrait désigner comme l'invention de l'enseignement du cinéma. Désormais, le cinéma allait non seulement être jugé digne d'être enseigné dans une université, mais il allait également venir s'inscrire aux côtés des autres disciplines et champs d'études dans les programmes des universités. Le chemin sera encore long entre la forme primaire de l'enseignement, qui se faisait par la bande, de manière anecdotique, comme je l'ai présenté, et sa forme plus aboutie, que je désignerais comme l'institutionnalisation de l'enseignement du cinéma dans les universités, et dont le seuil au Québec et au Canada serait, selon moi, la création de programmes de doctorat spécifiques au champ d'études. Voici en effet l'alpha, voici maintenant l'oméga. Et c'est l'Université de Montréal qui a, encore là, eu l'insigne honneur de la primeur au Canada, puisqu'elle a été en 2007 la toute première université canadienne à offrir un programme de doctorat en cinéma. Voyez-moi plus jeune, avec Olivier Asselin, ici, qui donc s'est annoncé le 12 février 2007. Nous avons eu notre doctorat. Et donc, parce qu'Olivier Asselin a collaboré avec moi pour le montage de ce dossier lourd et lourd de conséquences, mais très réjouissant. Mais ce n'est pas tout. L'UDM a par ailleurs l'insigne honneur d'arriver la première au Canada dans l'inauguration donc de tous ces divers ordres d'enseignement que j'ai laissé s'installer sur l'écran, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui n'est pas anecdotique, bien sûr, pour quiconque est associé à l'Université de Montréal. Mais ce qui compte le plus, c'est pas ça, c'est que ces premières ne se sont pas faites dans un vide absolu, loin de là. L'inauguration de ces programmes ici a le plus souvent été suivie de peu par une inauguration du même type dans les mois ou les années à venir qui ont suivi dans d'autres universités québécoises et canadiennes. Donc, ce n'est pas le vacuum du tout. Ainsi, du doctorat, qui a été institué en 2007 ici, qui sera ensuite institué à Concordia et à York University en 2008, à l'Université de Toronto en 2013, etc., etc. Chacune de ces inaugurations est, pour moi, un marqueur d'institutionnalisation qui signale un changement ou une consolidation d'un paradigme. Mais une question demeure tout de même. Comment expliquer qu'en 4, 5 ou 5 petites années, on soit passé à l'Université de Montréal de l'âge des ténèbres à l'âge de la lumière ou à l'âge des Lumières? Si l'on en croit ce que mon PM numéro 2 rapporte de ce que lui aurait dit en 1960 notre personnage mystère numéro 3, l'idée que se ferait l'Université de Montréal se résumerait aux seules femmes nues. Faisant ainsi une réputation du diable, c'est une manière de dire, au doyen de la faculté des lettres et à l'Université de Montréal tout entière. Passons maintenant à l'étape réjouissante et jouissive pour vous de la découverte de mes secrets. Passons maintenant aux révélations sur l'identité de ces deux personnages mystères. Nous commencerons par le personnage numéro 2. Hein? Vous le reconnaissez, certains d'entre vous. Celui qui rapporte les paroles du doyen, c'est Serge Lozic, qui est un personnage public bien connu au Québec et ailleurs dans le monde, pour avoir fondé et dirigé à Montréal le désormais défunt
Festival des films du monde, une manifestation qui a connu ses heures de gloire. C'est à lui qu'on doit d'ailleurs la venue de Jean-Luc Godard. Voilà. La venue de Jean-Luc Godard au Conservatoire d'art cinématographique en 1978, où il est venu donner ses fameuses leçons de cinéma, dont nous présentons un échantillon vidéo en marge de notre colloque, à l'initiative de mon collègue André Habib, qui est par ailleurs celui qui a été responsable de l'entretien audio avec Lozic, que je vous ai fait entendre tout à l'heure, qui a été réalisé il y a quelques années et qui est resté inédit. Au cours duquel, donc, Lozic présente son amalgame Femmes nues et Université de Montréal. Mais même s'il est inédit, ce fameux amalgame, il a été mentionné d'abord par Lozic dans un article, ou en fait un genre d'entrevue avec lui, qui a été publié en 2013, où on fait le rapport avec l'Université de Montréal et les femmes nues, et aussi par un chercheur, un jeune chercheur qui a repris ces mentions-là dans un article pour une revue scientifique, la revue scientifique publiée par l'Association française de recherche sur l'histoire du cinéma. Donc, Femmes nues, Université de Montréal, amalgame, qui maintenant était passé de l'anecdote à l'histoire avec un grand H. Passons maintenant à la révolution, à la prochaine révélation. L'identité de notre PM numéro 3. Celui à qui Lozic aurait fait sa demande. Il s'agit du doyen Arthur Sidelot, un chanoine, certes, mais dont les idées ne seraient peut-être pas aussi rétrogrades que les propos rapportés par Lozic le laissent supposer. Tant et si bien que j'en suis même venu, au cours de ma recherche, à commencer à douter de la véracité des faits et des paroles rapportées par Lozic. En grattant un peu, je me suis assez rapidement rendu compte que mes doutes étaient plus que fondés. Si l'on croyait à la véracité de cette rencontre, il faudrait accepter de penser que Sidelot vivait totalement en dehors de son temps. Doyen, faculté des lettres. Il faudrait accepter donc qu'il soit complètement perdu en dehors de son temps. Sa position aurait été celle d'une personne qui, tout en étant chanoine, n'aurait pas été au courant que 3 ans avant sa rencontre présumée avec Lozic, même le pape s'était intéressé au cinéma avec sa lettre encyclique de 1957 sur le cinéma, la radio et la télévision, que quelques mois plus tard, en 1958, le même pape prononçait 2 discours aux titres éloquents que je ne vous lis même pas. Entendre ça dans la bouche d'un pape, ça fait rêver. Et que pour ce pape en particulier, le film n'est pas une simple marchandise, mais une nourriture intellectuelle et une école de formation spirituelle et morale des masses. Rien que cela. La position de Sidelot aurait aussi été celle d'une personne qui, tout en étant chanoine, c'est-à-dire un religieux parmi les religieux, n'aurait pas été au courant que le Centre diocésain du cinéma de Montréal organisait depuis 1954 des stages de cinéma. Que les ciné-clubs, que cet organisme fonde en 1955 la revue Séquence, qui est une véritable institution au Québec, qui l'a été en tout cas, et que les ciné-clubs pullulent partout dans la province à l'initiative de la jeunesse étudiante catholique. En 1951, il n'aurait pas été au courant non plus que son université est un lieu d'effervescence d'événements sur le cinéma depuis au moins une dizaine d'années. Et qui aurait aussi ignoré que c'est son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, qui assure la présidence d'honneur de la 3e série de conférences sur le cinéma en 1958. J'ai donc cherché à droite et à gauche des éléments qui me permettraient d'étayer mes doutes jusqu'à ce que se produisent successivement 2 coups de théâtre. Grâce aux échanges que j'ai eus en cours de recherche avec André Habib, j'ai fini par trouver, plutôt de la main gauche que de la main droite, qu'il était question du fameux chanoine Sidelot dans son ouvrage paru en 2015 et intitulé « La main gauche » de Jean-Pierre Léaud. Voici ce que Jacques Giraldeau apprend à Habib sur la genèse du premier ciné-club à avoir jamais été créé à Montréal en 1948, donc 12 ans avant les paroles prononcées apparemment par Sidelot, ici même à l'Université de Montréal. Donc, je n'insiste pas, vous le voyez, peut-être c'est petit. Tu avais également présenté, c'est André Habib qui parle,
le projet à l'administration de l'université, et en particulier au chanoine Sidlot, qui avait approuvé discrètement. Donc, ce fut pour moi le premier coup de théâtre. 12 longues années avant la supposée entrevue entre Sidlot et Lozic, le chanoine aurait gentiment approuvé le projet de ciné-club mis sur pied par un étudiant de son université, Jacques Giraldo, et qui allait devenir, d'ailleurs, cet étudiant, en plus d'écrire des articles sur le cinéma dans la revue des étudiants, qui allait devenir, dans les années 60, l'un des cofondateur de la Cinémathèque québécoise et cinéaste à l'Office national du film. Deuxième coup de théâtre. À force d'échanges et de discussions, plutôt par courriel qu'autrement, avec lui, le collègue Habib a eu une illumination soudaine. La grâce, l'épiphanie. Et il a réalisé qu'il pouvait peut-être en savoir plus sur ses propres échanges avec Giraldo, en fouillant non pas dans sa mémoire à lui, mais dans la mémoire d'un vieux disque dur. En fouillant dans un vieux disque dur, j'ai retrouvé l'entretien où Giraldo explique qu'il a dû présenter son projet de ciné-club à Sidlot, qui lui aurait dit « C'est très bien, mais après, vous devriez faire des études en cinéma, mais la philosophie du cinéma. » En 1948, le chanoine aurait dit purement et simplement qu'il fallait étudier la philosophie du cinéma. Rien que cela encore. Voilà. Donc, pour moi, la cause est entendue, le doyen Sidlot n'est pas, loin de là, fermé au cinéma, ni opposé à la res cinematographica, pour rester dans la langue privilégiée par Giraldo pour son article de 1948, pour annoncer son ciné-club dans le quartier latin. La discussion entre Lozic et Sidlot s'est-elle jamais produite? Il est permis d'en douter. L'amalgame entre Femmes nues et Université de Montréal correspond-elle à la réalité? Il est permis d'en douter. Ouf, l'honneur est sauf. L'hypothèse formulée au début de cette conférence n'est pas avérée. Que du contraire, au Québec, ce sont les ecclésiastiques, ceux-là même qui avaient pour mission de propager la foi, qui se sont chargés de propager le cinéma. Ne serait-ce bien entendu que pour éviter que ce soit les malins ou le malin qui s'en charge, bien entendu. On pourra voir cela dans la discussion éventuellement ou durant le cocktail avec un témoin privilégié de cette époque, ici présent, Robert Daudelin, directeur historique de la Cinémathèque québécoise, dont on dit qu'il est de ceux qui répudient ou qui répudiait l'approche catholique moralisante qui domine alors la critique cinématographique. Certes, l'approche des curés est sûrement moralisante, mais le vent du libéralisme de la Révolution tranquille du Québec a tout de même eu des répercussions profondes sur la gente religieuse. Il n'est à songer que c'est Monseigneur qui a présidé la fameuse commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, instituée en 1961, pas loin de Sidlot, et dont le rapport sera publié à compter de 1963. Je parle ici donc du fameux rapport Parent, qui a révolutionné l'enseignement au Québec, surtout au primaire, au secondaire et au collégial, qui n'existait pas encore, et dont se réclame le département d'histoire de l'art, comme vous le voyez, pour cautionner la création, révolutionnaire elle aussi, du certificat en études cinématographiques. Le rapport Parent, c'est le fait d'une commission présidée par Monseigneur Alphonse-Marie Parent, un haut dignitaire de l'Église catholique, qui a notamment milité en faveur de l'introduction de l'éducation cinématographique dans les programmes scolaires à compter de la 7e année, notamment en raison du principe voulant que le cinéma représente la synthèse de tous les langages. Un rapport qui demande à ce que l'on introduise à compter de 70 des cours d'éducation au cinéma au primaire secondaire, que ces enseignements soient confiés à des enseignants qualifiés en cinéma, d'où cette idée mise de l'avant par le département que dirige Randall de créer, dès 1966, ces futurs enseignants. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait, dans la mesure où il n'y a pas eu d'introduction du cinéma au secondaire. Revenons donc maintenant au directeur Randall, qui est à l'origine du certificat et qui se cherche désespérément des enseignants spécialisés en cinéma. Nous sommes en 1966. Au Québec, il y a peu de candidats potentiels.
Pour trouver le candidat idéal, Randall se rend donc à Paris pour rencontrer un de ses anciens étudiants qui suivait lui-même une formation en cinéma à l'Institut des hautes études cinématographiques. Cet étudiant, vous voyez, donc, pardon, excusez-moi, lui a alors recommandé de recruter l'un de ses propres professeurs de l'IDEC, à la fois historien et théoricien du cinéma. Et vous avez vu que ce candidat, c'est notre personnage mystère numéro 1, au nom à rallonge, qui a décidé dans les années 20 de se faire connaître sous le pseudonyme de Jean Mitry. Je n'entrerai pas dans le détail, mais l'aventure de Mitry à Montréal a été pleine de péripéties. Commencée en septembre 1966, l'aventure de Mitry a connu une fin abrupte en 1970, qui n'est pas sans avoir avec la parution du tome 2 du livre de Mitry, de son histoire du cinéma, un livre qui est paru alors que Mitry était justement à Montréal. Remarquez la date. Achevé d'imprimer le 29 septembre 1969. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? 29 septembre. Donc, 54 ans, jour pour jour. Ça ne s'invente pas, décidément. Tout est dans tout. Donc, dans ce livre, dans cet ouvrage, dans les péritextes de cet ouvrage, Mitry affiche fièrement ses titres montréalais. On le voit là, ici. Fier qu'il est, peut-on supposer, d'avoir enfin réussi à faire son entrée comme professeur dans une université, ce qu'il n'avait pas encore réussi à faire en France. Il n'y avait pas de prof de cinéma non plus dans les universités en France. L'enseignement à l'université étant arrivé 20 ans trop tard en ce qui le concernait, du moins c'est ce qu'il disait, puis effectivement, il a eu raison. On voit ici que Mitry met le paquet. Il parle d'une chaire d'histoire et d'esthétique du cinéma, peut-être une façon française de découper les choses, mais à cette époque-ci, ici, ce n'était pas évident que ce soit comme ça, dont on n'a d'ailleurs trouvé aucune mention encore dans les archives et procès-verbaux. Au cours de cette recherche, j'ai pris la peine de passer en entrevue plusieurs témoins clés du passage de Mitry à Montréal et je peux vous dire que les détails truculents abondent. Je ne parlerai que sous la torture, je ne mentionnerai ici que l'épisode de son renvoi, qui est en relation avec ce péritexte du même ouvrage. Remarquez la date de naissance de Mitry, 1907. Or, Mitry n'est pas né en 1907, ce qui est une information connue aujourd'hui, mais qui ne l'était pas du tout, pas le moins du monde, en 1969, lorsqu'il était ici, année où la légende lui aurait donné 62 ans. Or, Mitry, vous le voyez là, il est né en 1904, ce qui lui faisait 65 ans en 69. Et si l'aventure de Mitry à Montréal a connu une fin abrupte, c'est justement en raison de son âge véritable. Le directeur du département d'histoire de l'art, je ne nommerai pas son nom, mais ce n'était pas Randall, avait eu vent de la chose et il a exigé de Mitry de voir son passeport. Ce qui l'aurait amené à mettre un terme à son contrat, puisque la prise de retraite était alors obligatoire en ces temps-là. Heureusement pour moi, il n'y a plus au Canada d'âge obligatoire de départ à la retraite. Je ne vous ferai pas le coup d'un potentiel personnage mystère numéro 4, mais cet étudiant qui a servi d'informateur, très policier, hein? C'est normal, on a commencé par la filmologie, puis CNCA, informateur, on parlera de ça durant la pause. Notamment, Robert en a connu des informations là-dessus, en a à nous livrer éventuellement sur CNCA. Donc, cet étudiant qui a servi d'informateur à Randall et qui l'a amené à engager Mitry, c'est nul autre que Gilles Marcellet, notre ancien collègue ici au département, qui, ironie du sort, est venu occuper la place laissée vacante par Mitry. Entre-temps, Marcellet avait fini par faire une thèse de doctorat et par publier un ouvrage qui fut retentissant. C'est à lui, Marcellet, que l'on doit la seconde naissance, parce qu'il y a une seconde naissance là aussi, mais vraiment, des programmes en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Seconde naissance, pourquoi? Parce qu'il y a eu un hiatus entre le certificat de Randall, qui n'a pas survécu apparemment au départ de Mitry, ou autre chose, ou une modification de programme. C'est comme mort, les cours sont restés vivants, mais pas dans une structure.
Et Marcelet, donc, il explique, quand je suis arrivé en 71-72, j'ai récupéré les quelques cours de cinéma qui avaient été maintenus et qui étaient simplement greffés, sans façon, au corpus HAR, sans aucune mention aux études cinématographiques. Merci à toi, Gilles. Les études cinématographiques ont longtemps été une exoplanète située en dehors du système solaire et qui manquait de luminosité par rapport aux étoiles autour desquelles elle orbitait. Oui, les études cinématographiques étaient au départ situées en dehors du système solaire, du système scolaire, du système universitaire. Et ton travail pour implanter un programme de mineurs en 1974, deuxième naissance, a fait en sorte que cette exoplanète a pu finir par prendre le chemin qui allait la mener, une vingtaine d'années plus tard, à l'institutionnalisation. La discipline des études cinématographiques a ainsi pu être élevée au rang des sciences humaines et sociales reconnues, ce qui n'était pas peu pour une discipline aussi jeune. D'autant que, comme je l'ai annoncé plus ou moins, qu'elle a failli mourir au tournant du siècle lorsque son objet fétiche, le cinéma lui-même, a dû négocier un virage qu'on croyait dangereux pour lui, le virage numérique, qui pouvait annoncer la fin du cinéma. Mais le cinéma a persisté et il a signé. Les études cinématographiques ont fait de même. Elles ont persisté et elles ont signé. Mais elles ont subi un choc. Elles ont même failli perdre leur nom et même leur âme, dirait d'aucuns. Car, avec la déferlante du numérique, il n'y a pas que le cinéma qui soit tombé de son piédestal et qui a eu à négocier une place dans le concert des médias que le cinéma dominait jusqu'alors. Il n'y en avait que pour le cinéma. Puisque les études cinématographiques, elles aussi, ont eu à négocier une place. On l'a vu tout à l'heure avec la Society for Cinema Studies, pour laquelle le mot « cinéma » avait remplacé dès 1969 le vieillot « cinematology » et qui, dès 2002, sera l'une des premières institutions à sonner le glas de la supériorité, de la suprématie du cinéma, dans son appellation du moins, en remplaçant le vieillot « cinéma » par le tout nouveau « cinéma de médias », un syntagme presque figé, et que l'on s'est mis à conjuguer à toutes les sauces. Cinéma est ceci, cinéma est cela, cinéma est ça, etc. Donc, les études cinématographiques ont commencé à, avec une vision négative, on dirait se diluer, alors qu'on pourrait dire au contraire se renforcer grâce à l'appui d'autres médias, et enfin qu'on ait pu retrouver le sens des rapports entre les médias. Donc, feu la fameuse spécificité du cinéma, qui était le maître mot des gens de ma génération, et de Mitry, etc., de l'autre génération, bien sûr, et place à l'intermédialité. Et il n'y a pas que les autres qui ont joué l'ouverture à autrui, qui ont fait la part du décloisonnement. J'ai moi-même donné. La section cinéma aussi a donné. De même que le département qui a comme projet de changer son nom pour celui que vous allez voir bientôt. Comme on le voit, la mode est au nom, à rallonge, au nom, à tiroir. Comme le nom originel de Mitry, pour, si on veut revenir à la case départ. En conclusion, je dirais que nous, les gens de cinéma, on affectionne particulièrement les coups de théâtre, de même que les scoops, comme ceux dont la télé est friande. Théâtre, télé, c'est probablement parce qu'on affectionne particulièrement l'intermédialité. Parlant de théâtre, j'ai justement un autre coup de théâtre pour vous et qui implique, malgré l'expression coup de théâtre, le cinéma ainsi que le jeu vidéo. Imaginez-vous que la toute première thèse à avoir été défendue dans le cadre de notre fameux doctorat, soi-disant en études cinématographiques, et dont l'inauguration en 2007 devait marquer le zénith de notre discipline, ne portait pas sur le cinéma. Malgré son très jeune âge, je ne parle pas de Dominique Arsenault, qui est ici d'ailleurs,
je ne parle pas de son très jeune âge à lui, malgré notre très jeune, son très jeune âge, notre discipline a, dès son institutionnalisation, 2007, donné en 2011 un premier produit, puis le produit était pour certifier études cinématographiques. Mais a donné naissance donc à un rejeton, les études vidéoludiques. Et Dominique Arsenault, lui qui maintenant est professeur chez nous, je ne vous dirai pas en quoi, est devenu pour moi le symbole de ce décloisonnement disciplinaire que vivent et subissent les études cinématographiques et dont l'exemple par excellence reste peut-être notre collègue Bernard Perron, dont je ne savais pas qu'il me présenterait, lui qui était au départ un simple professeur en études cinématographiques, croyez-le ou non, et qui a contribué comme pas un à ce que notre jeune discipline donne naissance à une nouvelle exoplanète, qui l'est moins maintenant, les études vidéoludiques qui devront un jour trouver leur place dans cette liste. La morale de mon histoire, je termine là-dessus, l'histoire de l'art qui accouche des études cinématographiques, qui accouche à leur tour des études vidéoludiques. C'est pas beau, ça? Voilà. Merci.